Cet invité s'appelle Bernard Lecomte, vous le connaissez bien, je crois qu'il est assez souvent sur ce plateau. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour il est Bernard. Journaliste, il est écrivain. Son dernier livre est paru chez Perrin à l'automne dernier. À l'automne dernier, absolument. Il s'appelle Les Secrets du Kremlin. C'est une deuxième édition d'un livre qu'il avait fait paraître quelques années auparavant. Et c'est 1917-1922. Vous avez en fait, Bernard Lecomte, rajouté le dernier chapitre qui concerne la guerre en Ukraine et qui n'était pas dans la première édition. Ça, c'est la toute nouvelle édition de ce livre, Les Secrets du Kremlin, chez Perrin. Je voudrais que vous rappeliez aux téléspectateurs, même si peut-être vous l'avez déjà raconté une fois sur ce plateau, la première page de ce dernier chapitre, justement. Ça se passe à Moscou le 21 février 2022, donc 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine, au Kremlin. Il y a une réunion. Qui y participe et qu'est-ce qui se passe? Alors, y participe toute la bande. Le premier cercle. Le premier cercle de Poutine. Et Poutine leur fait approuver un décret sur le Donbass qui fait comprendre aux uns et aux autres que les choses sérieuses commencent. Et il fait parler notamment le chef des services extérieurs, qui s'appelle Naryshkin. Oui. Et Naryshkin, qui est chef des services extérieurs, donc qui sait un tout petit peu ce qui se passe en Ukraine, est très hésitant. Est très hésitant et très inquiet parce qu'il sait, lui, que ça ne va pas être une promenade de santé, que ça va pas se faire comme ça, comme au temps de Budapest ou de Prague ou de Kaboul, où on envoyait les chars, on sidérait tout le monde, on remplaçait les gouvernants et l'affaire était jouée. Et Naryshkin est très hésitant, bredouille un peu, et on voit que Poutine, qui sent ça, humilie Naryshkin devant tout le monde. La scène va passer à la télévision quelques heures plus tard, et on comprend d'un seul coup que Naryshkin est très hésitant, que Poutine l'humilie. Poutine, lui, il n'a aucune envie qu'on lui dise que c'est pas possible. Et on voit le rapport qu'il y a entre ces gens-là, qu'on a encore vu l'autre jour avec l'affaire Prigojine. Au fond, qui est à la tête de la Russie? Une bande de 40 types, sans aucun lien avec nos règles politiques, à nous, parlementaires, pas parlementaires, justice, etc. Ce sont des gens qui se connaissent très bien depuis 30 ans. Alors il y en a un qui est l'ancien garde du corps, l'autre qui est l'ancien prof de judo, l'autre troisième qui est l'ancien cuisinier. Et ces types-là dirigent cet immense pays à coups de téléphone, de menaces, d'humiliation, exactement comme un clan mafieux. C'est exactement ça. Quand on dit la Russie est un État mafieux, oui, elle l'est devenue. C'est d'ailleurs une des grandes fautes de l'Occident de ne pas l'avoir vu à l'époque. Mais cet État mafieux, on l'a vu encore avec l'affaire Prigojine, c'est « Attends, Génia, tu vas voir ce qui va t'arriver, mais non, écoute, Volodya, touche pas à ma femme surtout, mais si, on va s'en prendre à ta famille. » C'est ça, la Russie d'aujourd'hui, ce que les Occidentaux ont du mal à admettre, parce qu'encore une fois, c'est pas notre planète. Alors, vous écrivez, Bernard Lecomte, toujours dans ce dernier chapitre du livre, que à ce moment-là, ce jour-là, au Kremlin, en décidant finalement de l'invasion de l'Ukraine le surlendemain, Poutine a plombé le destin de son pays et de ses voisins. 18 mois plus tard, pensez-vous encore plus ce que vous avez écrit il y a 18 mois? Hélas, oui. Vous savez, à partir du moment où Poutine a raté cette guerre éclair qui consistait, soyons clairs, prendre Kiev en 3 semaines, à annexer l'Ukraine, une bonne fois pour toutes. Il a raté. À partir du mois d'avril de l'année dernière, on comprend quel est le repli de Poutine. Il se replie sur cette espèce de frontière du Donbass et de la Crimée qui aujourd'hui fige le front. Parce que c'est sa seule façon de s'en sortir. Figer les choses. Et depuis 1 an, évidemment, les Russes ont fait une espèce de ligne Maginot absolument invraisemblable, des défenses incroyables qui font que les Ukrainiens vont avoir un mal de chien pour reprendre ces territoires. C'est la stratégie de Poutine, la deuxième stratégie de Poutine, la stratégie de repli. C'est de jouer cette fixation du conflit. Et on le voit bien tous les jours, on va gagner 100 mètres ici, 200 mètres là. Le front est en train de se figer. Et on se retrouve dans la situation, au fond, des Kourils ou de la Corée ou des Baltes, c'est-à-dire ces conflits qui n'ont pas de fin. Oui. Et il y a un moment où c'est comme ça. Rappelez-vous, les pays baltes. Il n'y a jamais eu de paix. Les Occidentaux n'ont jamais accepté que les pays baltes fassent partie de l'URSS. Or, ils ont bel et bien fait partie de l'URSS jusqu'à 1991. C'est ça que cherche Poutine, et c'est ça le grand danger.
c'est au fond que le conflit se fige, ce qui se passe depuis 1 an, en réalité. Absolument. Et que demain, qu'est-ce qui se passe? Une guerre sans fin. Pourquoi voulez-vous que les Russes négocient quoi que ce soit? Puisqu'ils sont là sur un conflit qui va leur permettre de dire, chez eux, le Donbass, c'est chez nous, la Crimée, c'est chez nous. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on en sera encore au même point. Et c'est ça le danger aujourd'hui. À l'époque de l'Union soviétique, Bernard Lecomte, il y avait 2 moteurs dans l'Union soviétique. Il y avait les Russes et il y avait les Ukrainiens, qui étaient les 2 grosses soupapes qui traînaient tous les autres. Donc, dans une logique russe, l'Ukraine... on peut comprendre qu'ils imaginent que ça fait partie de l'Union et que ça devrait réintégrer la mer Russie, non? Pour les Russes, absolument. Moi, j'ai toujours été frappé. Les plus grands démocrates des Russes à l'époque de Gorbatchev, par exemple, on a connu des gens qui étaient tout à fait européens d'esprit, démocrates, libéraux, etc. Mais je n'en ai jamais rencontré un seul qui ne me dise pas « bah oui, la Crimée, c'est chez nous ». Et c'était toujours assez stupéfiant. Et puis mais d'ailleurs, le correspondant de LCI et TF1 en Russie nous dit que quand il discute avec des jeunes Russes anti-guerre en Ukraine, et quand il les interroge sur la Crimée, ils disent « Ah oui, nous, non, pas la guerre, mais la Crimée, c'est vraiment chez nous. » C'est l'immense difficulté. C'est l'immense difficulté de traiter avec les Russes aujourd'hui. Parce que quand les Russes disent « la Crimée, c'est chez nous », ça ne repose absolument pas sur le droit. Non. Et ça repose à peine sur l'histoire. Ça repose, disons-le clairement, sur la démographie. Parce que, oui, c'est vrai, il y a une majorité de Russes et de russophones en Crimée. Il n'y a aucun doute là-dessus. À l'époque, il y avait 17% d'Ukrainiens et 18% de Tatars. Tout le reste, c'était des Russes. Donc, on comprend très bien. Mais le problème, c'est le droit dans tout ça. C'est que, vous savez comment la Crimée, pourquoi la Crimée est-elle ukrainienne? Est-ce que vous vous rappelez cette soirée du 8 décembre 1991? On est après le putsch de Gorbatchev et juste avant l'éclatement de l'URSS. Il y a Boris Eltsine qui a convoqué dans une datcha de Biélorussie, à Białowieża, Kravchuk, le patron de l'Ukraine, et comment s'appelait-il, le patron de la Biélorussie? Ça va me revenir. C'était pas Loukachenko. Non, c'était pas encore Loukachenko. Kravchuk et Yeltsin sont en train de démanteler l'URSS puisqu'ils font une communauté d'États indépendants avec la Russie indépendante, l'Ukraine indépendante, la Biélorussie indépendante, et vont les rejoindre les autres. Ils sont très heureux, ils ont signé le truc. Et le soir, ils arrosent ça. Et ils arrosent. Vous savez ce que ça veut dire quand c'est Boris Eltsine? Et vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment, Kravchuk, le président ukrainien, dit « Attendez, Boris Nikolaïevitch, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on règle quand même. C'est la Crimée. » C'est à qui? Alors, parce qu'on sait bien que c'est dans les limites de l'Ukraine, mais enfin, tout le monde sait que c'est quand même plutôt russe. Et Boris Eltsine, qui a bien arrosé la victoire et le fait que Gorbatchev s'est terminé, Boris Eltsine lui dit très exactement ça. Eh ben, fais-toi plaisir, elle est à toi. Je te l'offre. C'est comme ça que la Crimée est devenue ukrainienne du bon vouloir de Boris Eltsine. Extraordinaire. Alors, évidemment, après, il y a des traités, il y a des signatures, il y a la politique. Mais en Russie, c'est d'abord ça qui se passe. C'est ces scènes incroyables qu'on a du mal, nous, occidentaux, à admettre. Encore une fois, la Russie, c'est pas chez nous. C'est pas la même planète. La Russie, par exemple, c'est Václav Havel qui racontait ça. Vous vous rappelez Václav Havel, l'ancien dissident tchèque devenu président? Václav Havel, qui s'y connaissait, disait « Le problème avec les Russes, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. » Et en effet, dans leur histoire... Leur pays est trop grand. Mais oui, c'est un espace. Et de tout temps, les Russes ont avancé jusqu'à ce qu'on leur dise non. Et regardez bien la carte. En effet, les seules frontières de la Russie sont celles que leur ont imposées leurs voisins. Les Suédois, les Polonais, les Ottomans, les Chinois, les Japonais. Les Russes, en effet, ne savent pas ce que c'est qu'une frontière. C'est pas dans leur ADN. Mais alors... c'est assez fascinant ce que vous racontez. Alors, ça fait mouliner les neurones, là, forcément, parce que, comme vous décrivez la situation et les gens qui sont aux manettes, le seul moyen d'une bascule véritable de ce nœud gordien qui est la crise ukrainienne, c'est la disparition des gars du Kremlin, du premier cercle.
Mais ils sont en pleine forme et ils comptent pas du tout lâcher la manette. Ils ont le pouvoir. Et donc, on ne va pas les jeter comme ça. Parce que le vrai faux coup d'État de M. Prigojine avec ses 400 types là, qui montaient sur Moscou, moi, j'y ai pas cru à ce moment-là. Mais enfin, bon, voilà. Je ne sais pas si ça aurait abouti, mais c'est douteux. Mais là, maintenant, ils sont bien aux manettes. L'équipe de Poutine est très solidement aux manettes. Mais c'est une équipe avec des divisions entre eux. Tous les services ne s'aiment pas. On sait bien que le FSB déteste le GRU, que l'armée déteste le FSB. Tous ces gens-là se détestent quelque part. GRU, c'est le service de renseignement de l'armée. Voilà. Et tous ces gens-là se détestent. Quand tout va bien, ça va, ils tiennent la route. Là, en ce moment, ça va pas. On voit bien qu'il y a des dissensions. L'affaire Prigojine a quand même beaucoup bougé les choses. Et puis, il y a des problèmes de génération. C'est que l'entourage de Poutine aujourd'hui, c'est des gens de 70 ans. Oui. Patrouchev, Narishkin, dont on parlait tout à l'heure, tout ça, c'est sa génération. Or, au FSB, il y a une génération qui arrive. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Si on estime en effet que le FSB, c'est l'essentiel du pouvoir aujourd'hui au Kremlin, on ne sait pas bien qui sont ces types de 40 ans, 45 ans, qui n'ont pas connu l'Union soviétique. Ils ne sont pas publics encore. Et qui n'ont pas les capacités du KGB de naguère. Le KGB d'Andropov, au moment de Brejnev, Gorbatchev, etc., le KGB, c'était une vraie puissance politique. Avec les résidents, c'est-à-dire les grands chefs du KGB dans les pays, à Paris, à Londres, à New York, c'était des types exceptionnels. Patrouchev, Narishkin, ils parlent plusieurs langues, ils sont diplômés. Patrouchev, il a fait à la fois Polytechnique et Naval, c'est des types très intelligents. Les autres qui arrivent, ce sont des brutes et des fonctionnaires bornés. Soyons clairs. Et c'est là où on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe au Kremlin et à savoir ce qui peut se produire. La difficulté d'établir des scénarios comme ça, c'est qu'on ne connaît pas cette génération-là, qui est une génération assez banale, pas très intelligente, et on ne sait pas ce que ces gens-là peuvent réaliser dans l'avenir. Alors ce qui est aussi très intéressant, Bernard Lecomte, c'est... Entre autres, on va pouvoir le constater aujourd'hui et demain à Saint-Pétersbourg, c'est que certes, nous, la vue d'ici, le méchant Poutine, l'agresseur, l'envahisseur de l'Ukraine, etc., mais il y a quand même 4 ou 5 milliards d'êtres humains qui vivent dans le tiers-monde et qui n'ont absolument aucun grief à l'égard de M. Poutine, notamment tous les pays d'Afrique qui vont aller lui serrer la main à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, qui l'inondent de crédits, qui l'inondent de mercenaires, etc. Donc, ce manque de soutien ou cette absence totale de communication qui est en train de s'établir entre Poutine, enfin sa Russie à lui et l'Occident, ça bascule sur un autre pôle, en quelque sorte. Bernard Poirette, nous ne sommes pas des petits journalistes de 20 ans. Nous avons vu déjà un certain nombre de décennies. Et rappelez-vous, comment l'URSS, comment la Russie soviétique a-t-elle contaminé le reste du monde ? Mais l'histoire se refait. Ils se sont adressés à l'Asie sur le thème du nationalisme. Oui. Ils se sont adressés à l'Afrique déjà sur le thème de l'anticolonialisme. Et ils se sont adressés à l'Amérique latine sur le thème de l'anti-américanisme. Rien de changé. C'est exactement ce qui se passe. Alors, soyons clairs, tout le monde ne cède pas aux sirènes russes comme... Tout le monde n'avait pas cédé aux sirènes soviétiques. Le grand critère qui va venir aujourd'hui, et je crois que c'est celui sur lequel il faut, nous, Européens, il faut qu'on soit extrêmement vigilants. Le vrai critère demain, c'est ceux qui vont admettre la primauté du droit et ceux qui vont admettre la primauté de la force. Ça sera ça le grand clivage de demain. Est-ce que le droit international s'impose à tout le monde ou est-ce que c'est la force qui commande ? Et là, on voit bien que les choses sont en train de bouger parce que la Russie aura fait passer ce message que, au fond, le droit international, on peut parfaitement s'asseoir dessus. Si une majorité de la planète pense comme eux, ça va quand même être un peu compliqué à gérer, l'avenir. Alors, puisqu'il raisonne comme ça, raisonnons à son encontre aussi comme ça. Les Américains ont essayé de tuer Castro pendant des dizaines d'années, ils ont toujours échoué. Ils devraient peut-être s'occuper du cas de M. Poutine. Ils en ont peut-être les moyens. Est-ce que ça solutionnerait quelque chose ? Ça solutionnerait, oui, un peu quelque chose dans le sens où on parle depuis un an déjà de l'hypothèse que Poutine soit lui-même écarté par les siens.
Exact. Ce qui est une vraie hypothèse. Oui. Soyons clairs. L'hypothèse de la révolution populaire, les foules, etc., le palais d'hiver, tout ça, oublions. L'hypothèse d'un coup d'État militaire, il faut oublier aussi. Depuis le début, l'armée russe, depuis qu'elle est née, obéit. Et c'est une armée qui obéit. C'est la seule armée du monde qui n'a jamais fait mine de faire le moindre coup d'État nulle part. Et elle ne le fera pas demain. Elle obéit. Donc il reste l'intérieur. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est cet état mafieux avec ses relations compliquées entre des gens qui se connaissent depuis toujours. Il suffit que la majorité de ces gens-là se disent « bon, Poutine a fait son temps, il faut l'écarter », tout en gardant évidemment le pouvoir. Si c'est ça qui se passe, et encore une fois, c'est une hypothèse très sérieuse, c'est un scénario qu'il ne faut surtout pas écarter. Hein, rappelons-nous quand même, Khrouchtchev en 64, Gorbatchev en 91, c'est ça qui s'est passé. À un moment, on débranche le patron, et puis on reprend le truc en essayant de remettre tout ça d'équerre. Remettre tout ça d'équerre aujourd'hui, que ce soit les Patrouchev, les Kirienko, les Sobyanin, qui sont là, qui peuvent en effet remettre un peu tout ça d'équerre. La première chose qu'ils feront, c'est d'arrêter la guerre. Ils sont pas complètement idiots. La première chose qu'ils feront, c'est de dire, bon, on va commencer à négocier. Ce qui est totalement impossible tant que Poutine est là. C'est complètement clair. Donc oui, on peut imaginer, si les Américains arrivent à dégommer Poutine, ça mettra un petit peu d'oxygène. Mais c'est une hypothèse qu'on peut imaginer, parce qu'on aime bien, vous et moi, le polar. mais il faut pas rêver. En revanche, que Poutine, un jour, soit écarté par ses propres troupes, ça, c'est possible. Et ce jour-là, il va falloir justement dire, alors, on négocie quoi, comment, avec qui et dans quel délai. C'est là où tout se jouera. Donc c'est peut-être comme ça que ça se décoincera, grâce à son entourage qui lui dira « Bon, maintenant tu as fait ton temps, tu vas aller te reposer en Crimée dans ton château de 3000 pièces, et l'affaire est réglée, nous on s'occupe du reste. » Bon, en attendant ce jour-là... Pardon Bernard, le château il n'est pas en Crimée, il est juste à côté de la Crimée. Si vous regardez la carte, exact. Il est entre la Crimée et Novorossiysk. Oui, absolument. Voilà. Tout à fait, absolument. Soyons précis. En attendant ce moment-là, il y en a un qui se fait des illusions, c'est le camarade qui est au pouvoir à Kiev, qui d'ailleurs a surpris tout le monde. Hein. C'est quand même au départ un type qui faisait des sketchs à la télévision et qui est capable quand même de tenir son pays et de traîner son pays en temps de guerre, et qui, en tout cas verbalement, dit écoutez, il faut nous intégrer à l'OTAN. C'est une vue de l'esprit. Si les Ukrainiens rentrent dans l'OTAN, nous, on rentre en guerre dans les 5 minutes qui suivent. C'est obligatoire. Mais est-ce que ce ne serait pas, puisqu'ils ne comprennent que la force, dites-vous, les Russes, ce ne serait pas un moyen de jouer au bras de fer en disant, attention, on va peut-être les intégrer. Ou non, ça ne sert à rien. Vous savez, moi, j'ai longtemps pensé, en effet, qu'il ne fallait pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'était une provocation, etc. Ouais. J'ai changé d'avis. Ah ouais ? Parce que depuis 1 an et demi, toutes les observations le prouvent. Si l'Ukraine était dans l'OTAN, Poutine ne l'aurait pas attaqué. C'est absolument clair. On parlait tout à l'heure des frontières pour les Russes. Encore une fois, ces frontières qui ne sont que celles que leur opposent leurs voisins. L'OTAN, c'est ça. Demandez aux Finlandais, demandez aux Suédois qui viennent d'entrer dans l'OTAN, c'est pour avoir cette frontière-là. Demandez aux États baltes, demandez aux Polonais. Moi, je me rappelle comment les Polonais suppliaient les Américains. Vous vous rappelez le professeur Geremek, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, un grand copain de Walesa, etc., grand intellectuel, francophone, type formidable. Je me rappelle, Geremek, un jour, je parlais avec lui, je lui disais, mais votre plus grand souvenir de toute cette période, c'est quoi? Et je pensais qu'il allait me dire l'entrée dans l'Europe. Il me dit l'entrée dans l'OTAN. Le jour où j'ai signé l'entrée de la Pologne dans l'OTAN. Et je lui dis, attendez, pas vous, c'est l'Europe. Il me dit, mais non. On était sauvés. Mais non. L'OTAN, c'était pour nous, la Pologne, la frontière définitive, celle que les Russes ne pourraient plus franchir. Faut rappeler quand même que la Pologne est envahie par les Russes à peu près tous les 50 ans. Oui. Donc ils savent de quoi ils parlent. Les Baltes, pareil, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Et je me dis aujourd'hui, c'est sûr, au fond... Alors, faut pas dire il y a eu une erreur, on s'est trompé, etc. C'est comme ça, la vie est ainsi, l'histoire aussi. Mais il est vrai que si l'Ukraine avait été intégrée dans l'OTAN, les Russes n'auraient pas essayé de l'envahir, c'est clair. Formidable. Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, qui a écrit chez Perrin, donc au mois d'octobre dernier, Les secrets du Kremlin, la nouvelle version, donc avec ce fameux dernier chapitre rajouté que j'ai lu ce matin et qui est passionnant. 1917-2022. Merci beaucoup d'être venu si bien en parler sur le plateau de LCI. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon été, Bernard Lecomte.